Aujourd'hui, à l'approche des fêtes autour du solstice d'hiver, pour changer un sujet un peu plus léger que d'habitude. Je vais vous présenter le système calendaire, c'est-à-dire la façon d'indiquer la date, qui me semble être le plus simple possible. C'est une exclusivité, vous ne trouverez ça nulle part ailleurs, puisqu'il s'agit de ma propre trouvaille, comme souvent ce que je présente sur cette chaîne, décidément bien originale. Il existe, bien sûr, déjà d'autres propositions de calendrier simplifié, que je rappellerai d'ailleurs à la fin, mais qui sont loin d'être aussi simples et intuitifs que ce que je vais vous présenter. Le principal problème que l'on a actuellement, c'est que l'information qui nous importe le plus, généralement, c'est le jour de la semaine, parce que si c'est dimanche, par exemple, les magasins seront peut-être fermés. Bon. Or, si je vous dis 4 décembre 2025 ou 13 mars 1945, pour trouver le jour de la semaine, c'est pas évident. D'ailleurs, en pratique, on ne prend pas la peine de faire le calcul, qui induirait un risque d'erreur important. On va chercher dans un calendrier. Aussi, la durée des mois varie d'une façon inutilement complexe. Normalement, un mois, c'est un douzième d'année. Il devrait donc faire 30,44 jours en moyenne. Le plus simple serait donc que les mois fassent alternativement 30 et 31 jours, sauf le dernier mois pour les années non bissextiles, donc 3 sur 4, qui n'en ferait que 30. Or, actuellement, on a 2 fois dans l'année des mois de 31 jours qui se succèdent, et pour compenser l'excès en résultant, on a un mois faisant 28 jours, ou 29 pour les années bissextiles. C'est complètement absurde. On a donc là une première simplification possible, mais je la cite juste pour mémoire, car je vais faire bien mieux que ça. Et à propos des mois, vous savez aussi peut-être que ce concept se réfère aux phases de la Lune, sauf que là encore, ça ne collerait pas avec l'année solaire, car une période lunaire est de 29,53 jours. Et puis les phases de la Lune, entre nous, c'est pas un phénomène très marquant pour la plupart des gens, surtout avec l'éclairage des villes de nos jours. Ça n'intéresse plus guère que les astronomes amateurs. En fait, si je viens de vous parler des mois, c'était juste pour leur rendre un dernier hommage, car l'originalité principale de ma simplification, c'est que je vais abandonner la notion de mois, et vous allez voir d'ailleurs qu'on va très bien s'en remettre. Voici donc ma proposition de calendrier rationnel. Alors, ce qui a un sens, un impact effectif sur notre vie, et qui est objectivement d'ailleurs aisément déterminable, et qui détermine d'ailleurs l'année, c'est l'évolution de la position du Soleil, ou, si vous préférez, de la durée de la nuit, plus longue en hiver et plus courte en été, et inversement pour le jour. Ça, c'est parlant. Bien plus que le mois. Bref, ce que je vais conserver, c'est la division de l'année en 4 saisons. Et je parle plus précisément des saisons dites astronomiques qui ont le bon goût d'être parfaitement délimitées. Ainsi, la première saison sera naturellement celle commençant avec le jour le plus court, se rallongeant jusqu'à avoir la même durée que la nuit, qui d'une façon quelque peu contre-intuitive est l'hiver. Le jour le plus court, et donc la nuit la plus longue, est ce que l'on appelle le solstice d'hiver, qui se situe autour du 21 décembre. Et lorsque la nuit et le jour ont la même durée, comme vous le savez, on parle d'équinoxe. L'hiver astronomique va donc du solstice d'hiver à l'équinoxe de printemps. Et si c'est la saison la plus froide, c'est bien entendu à cause de l'inertie thermique du sol qui induit un retard entre la quantité de lumière apportée par le soleil et la température effective au sol. Et de même, le printemps ira donc de l'équinoxe de printemps au solstice d'été, le jour le plus long, qui tombe le plus souvent à 21 juin, et ainsi de suite pour l'été et l'automne, je vous laisse compléter. Et donc, mon année commencera au solstice d'hiver, qui se trouve être généralement le 21 décembre, premier changement. Alors, bien sûr, le nombre de jours dans une année n'est pas un multiple de 4. Mais si l'on prend le multiple de 4 le plus proche, à savoir 364, on remarque que c'est 4 fois 91, et que 91, c'est 13 fois 7. Et là, il y a un nombre qui devrait vous parler, c'est le 7. D'où mon idée de diviser chaque saison en 13 semaines. Ainsi,
Au lieu de dire que l'on est le 22 décembre, on dira que l'on est le premier jour de la première semaine de la première saison, ou si vous préférez, le lundi de la première semaine de l'hiver. Et on pourra faire de même pour chaque jour de l'année. Et ainsi, la représentation numérique de la date passe de 22, 12 à 1, 0, 1, 1, ou plus généralement de DD, MM à JSS, Q, chaque lettre représentant un chiffre. Et avec ce nouveau système, comme promis, plus besoin de se demander quel jour de la semaine on est, puisque c'est indiqué dans la date. Plus besoin non plus de se demander en quelle saison on est, puisque c'est indiqué dans la date. La seule petite complication inévitable résulte du fait qu'une année ne fait pas 364 jours, mais bien 365,24 et des poussières. On va donc devoir rajouter un jour pour les années non bissextiles et 2 pour les années bissextiles, qui sont un peu moins de 1 sur 4, de façon à ce que ça fasse 1,24 en moyenne. Le plus simple est d'ajouter un jour à la dernière semaine de l'année, correspondant au solstice d'hiver donc, ainsi que pour les années bissextiles seulement, un jour à la dernière semaine du printemps, correspondant au solstice d'été. Il y aura donc dans l'année une, et plus rarement 2, semaines de 8 jours. On me dira peut-être qu'une semaine, ça doit faire 7 jours. Ça vient en effet du latin septimania. Sauf qu'à la base, la semaine, c'était surtout un quart de mois lunaire, correspondant approximativement donc à une phase de la Lune. Et l'on voit qu'alors, il faut au moins une semaine de 8 jours pour 3 de 7 pour mieux correspondre aux phases lunaires. Et d'ailleurs, dans le langage courant, ne parle-t-on pas souvent de quinzaine, voire de huitaine? Bref. Du coup, petit problème à régler, comment va-t-on appeler ce jour supplémentaire? Je propose urdi. Et je vous laisse deviner pourquoi si ça vous amuse, appuyez sur pause dans ce cas. Alors un indice, les jours sont nommés à partir des astres visibles à l'œil nu une grande partie de l'année, qui se déplacent dans le ciel par rapport aux étoiles, et pour samedi et dimanche, utilisez l'anglais. Ainsi, le lundi donc, est le jour de la Lune, mardi le jour de Mars, etc. Et donc, réponse à la devinette, pour le 8e jour optionnel, je me réfère tout simplement à Uranus, qui est bel et bien visible à l'œil nu, mais que l'on a tardé à identifier comme étant une planète à cause de sa faible luminosité et de la lenteur de son déplacement, lesquels résultent bien sûr de son éloignement par rapport au Soleil et donc à la Terre. En fait, il a fallu attendre l'invention du télescope, faisant apparaître les planètes comme un disque de diamètre croissant avec le grossissement, les étoiles étant trop éloignées pour cela. Autre petite précision nécessaire, je me suis placé dans l'hémisphère nord, avec une latitude, pour simplifier, si vous voulez, dite tempérée, sauf que les saisons sont inversées, comme vous n'êtes pas sans le savoir, dans l'hémisphère sud. Et donc, pour nommer les saisons d'une façon plus neutre, le plus rapide sera de les indiquer par un chiffre, comme je l'ai déjà fait, un correspondant donc à l'hiver boréal, ou, si vous préférez, à l'été austral. Ou alors, il faut préciser boréal ou austral à chaque fois, ce qui est évidemment plus long. Et donc, si quelque part j'ai privilégié, c'est vrai, l'hémisphère nord, eh bien, c'est bien sûr parce que la majorité de l'humanité s'y trouve, du fait d'une surface continentale nettement supérieure. Pour les latitudes tropicales, au voisinage donc de l'équateur, la notion de saison est un peu différente, mais les solstices et équinoxes sont bien définis quand même, donc pas de problème. D'ailleurs, on peut toujours dire que le solstice d'hiver boréal, dernier jour de l'année dans mon calendrier, correspond au moment où le soleil est le plus au sud, où que l'on soit. Ainsi, dans l'hémisphère sud non tropical, vu qu'il est toujours au nord, sa position la plus au sud est celle où il est le plus haut dans le ciel, le moins au nord en fait, et où donc il fait plus chaud, car l'épaisseur de l'atmosphère traversée par les rayons solaires est moindre. Tandis que dans l'hémisphère nord, sa position la plus au sud est celle où il est le plus incliné à l'horizon. Au sud, en l'occurrence, d'où le froid. D'où une proposition de renommage des saisons que je fais, du coup, à savoir sud-mi pour l'hiver boréal, car le soleil y évolue de sa position la plus au sud vers une position médiane à mi-parcours. Mi-nord pour la saison 2, nord-mi pour la 3, et enfin mi-sud pour la dernière saison.
Cette appellation est toujours logique, quel que soit l'hémisphère, et même plus parlante d'ailleurs pour la zone tropicale, où, comme vous le savez, le soleil est parfois au sud, parfois au nord. Et du coup, dans ce système, vous pouvez retrouver facilement le jour de l'année en mesurant la position du soleil. Par exemple, en mesurant la longueur de l'ombre d'un bâton planté verticalement, ce qui vous indiquera également votre latitude. Il y aura tout de même une petite difficulté si l'on veut être précis, à savoir que les équinoxes ou solstices exacts, qui ne sont pas des jours mais bien des instants précis, ne tomberont pas forcément les derniers jours de chaque saison. La première raison à ça est l'irrégularité du rattrapage par les années bissextiles, lequel induit des décalages concernant le solstice d'hiver pouvant aller jusqu'à 2 jours, quoique assez rares. En particulier, lors de certaines années séculaires, on a 7 années non bissextiles de suite. Vous voyez. Pour éviter ça, le mieux est d'adopter le système déjà en cours d'ailleurs dans le calendrier persan, consistant à faire en sorte que l'intervalle entre 2 années bissextiles soit de 5 ans au lieu de 4, une fois sur 8, tout simplement. Ainsi, le dernier jour de l'année sera bien toujours le plus court. Et en plus, la durée moyenne exacte de l'année solaire est encore mieux approchée par ce système, d'où une plus grande tenue dans la durée. Et pour savoir si une année est bissextile, il suffit d'examiner le reste de sa division entière par 33, qui est 7 fois 4 plus 5, ce qui n'est quand même pas bien compliqué. Par contre, il subsistera toujours des décalages pour les équinoxes et le solstice d'été dus à l'irrégularité du mouvement de la Terre autour du Soleil, qui n'est pas précisément circulaire uniforme, mais elliptique de Kepler. Ainsi, en ce moment, en ce siècle, disons, car ça ne change pas très vite, la saison 3, l'été boréal, ou normie si vous préférez, est plus longue que la 1, car la Terre y est plus éloignée du Soleil et se déplace moins vite. Mais il ne s'agit là que de fluctuations ne dépassant guère 4 jours pour la durée des saisons et donc la moitié pour les dates de changement de saison. L'important pour nous est que la transition tombe approximativement au solstice ou à l'équinoxe. On pourrait encore objecter que dans ce système, il faut indiquer 3 nombres au lieu de 2. Sauf que la quantité d'informations est la même. Et pour s'en rendre compte, il suffit de compter le nombre de chiffres nécessaires, qui est, lui, exactement le même, à savoir 4. Les amateurs pourront également compter les bits, qui sont les chiffres en base 2 au lieu de 10, qui sont au nombre, en l'occurrence, de 9 dans les deux cas. Donc, la quantité d'informations, d'espace utilisée est bien rigoureusement la même, mais pour une information plus pertinente, comme nous l'avons vu. Donc, objection rejetée. Et on pourrait même dire que c'est plus parlant des nombres plus petits. Or, le nombre de jours dans un mois peut aller jusqu'à 31, ça fait beaucoup, tandis que dans mon système, le plus grand nombre utilisé est 13. De sorte que l'on peut même s'amuser à donner un nom à chacune de ces 13 semaines d'une saison, comme on l'a fait pour les jours de la semaine ou les 12 mois de l'année. Et ainsi, on peut avoir une version purement verbale de la date, ce qui élimine toute ambiguïté, car si l'on n'utilise que des nombres, on ne sait pas forcément, quelles sont les unités utilisées. Le plus malin que j'ai trouvé serait de donner un nom d'une partie du corps de bas en haut, ce qui situerait rapidement la semaine dans la saison intuitivement. Ainsi, la première semaine serait appelée pied, la dernière front, et celle du milieu de saison, la 7e donc, poitrine. Sinon, il y a aussi les animaux de la ferme, ça qui colle assez bien. J'ai essayé de caser, les familles d'animaux, ce qui est forcément approximatif. Ou pour ajouter un côté édifiant, pourquoi pas, des qualités humaines. Sinon, pour les matheux, il y a les 13 solides d'Archimède, mais là, les noms sont un peu plus longs, ce qui n'est pas très pratique. Et pour les nostalgiques des calendriers, pas de problème. Ils seront juste plus simples. Et plus besoin de les rééditer chaque année, puisqu'il suffit de faire un tableau avec 13 rangées et 7 ou 8 colonnes pour chaque saison. Et seul celui du printemps varie selon que l'année est bissextile ou pas, par l'ajout donc d'un jour supplémentaire à la fin. Et il n'y a que 2 formes de calendrier saisonnier, selon qu'ils font 91 ou 92 jours. Du coup, on peut utiliser un tel calendrier pour faire la conversion avec un ancien système, où l'on voit que le dernier jour d'une saison tombe généralement à 21 du calendrier grégorien.
Calendrier où l'on pourra faire figurer également les heures de lever et de coucher du soleil, les lunaisons, les saints pour les fêtes des prénoms, les jours fériés, etc. Une autre objection pourrait concerner la question de la fixation des dates de fêtes commémoratives, sauf que je ne vois pas l'objection, c'est juste que les formes des dates vont changer. Pour fêter votre anniversaire, il suffit d'exprimer sa date dans le nouveau système. Les fêtes du travail et de la libération, qui tombent actuellement les 1er et 8 mai, tomberont respectivement les samedis des 7e et 8e semaines du printemps. Le 14 juillet sera fêté le mardi de la 4e semaine de l'été. C'est d'ailleurs pratique que ce soit toujours le même jour de la semaine. Là encore, vous voyez, ça simplifie. Noël tombera le 4e jour de l'hiver, un jeudi donc. Pâques sera toujours le 1er dimanche suivant la première pleine lune du printemps. Le seul petit changement est que le jour de l'an va bouger, puisqu'il tombera le lendemain du solstice d'hiver, actuellement au 22 décembre. On pourra donc fêter la Sainte Françoise Xavier à l'actuel jour de l'an. Tandis que l'on ne parlera plus de réveillon de la Saint-Sylvestre, mais de l'hiver ou du solstice du Sud pour être plus juste. D'ailleurs, celui-ci tombant toujours un urdi sera naturellement férié, ce qui est plutôt sympa. Et pour ceux que ça dérange que Noël se retrouve après le jour de l'an, on peut fort bien le reculer, puisqu'en réalité, cette date ne correspond pas à la naissance de Jésus, qui n'est évidemment pas connue, mais a été fixée autour du solstice d'hiver, dans le but de supplanter la principale fête romaine de cette période. Cependant, le fait que ce soit un peu après le solstice évoque bien l'idée de naissance. Et d'ailleurs, les orthodoxes fêtent bien Noël après le jour de l'an. Tout ça pour une sombre histoire de calendrier, d'ailleurs. En fait, c'est pour ne pas avoir accepté la réforme grégorienne proposée par un pape, Grégoire XIII en l'occurrence, laquelle a supprimé des années bissextiles. Ils sont restés donc avec des années légèrement plus longues en moyenne, d'où le retard. Bref. Un autre truc que l'on peut changer dans la façon d'indiquer la date, mais qui peut être traité indépendamment, c'est pourquoi je n'en parle que maintenant, c'est le choix de l'année zéro, de l'origine du repère pour nommer l'année. Actuellement, ce choix se fonde sur la date de naissance d'un gars dont on n'est même pas sûr de l'existence, et en plus probablement erroné d'ailleurs la date. Enfin bref. Ce serait bien d'avoir un truc plus neutre et de clairement déterminé. Car vous savez peut-être qu'existe un calendrier musulman, un calendrier juif, un calendrier bouddhiste, perse, chinois, etc. L'idée, c'est d'utiliser un événement incontestable, marquant, non lié à une idéologie particulière. Et pour ça, j'ai pensé aux éruptions volcaniques cataclysmiques. Ce sont des éruptions très rares qui envoient tellement de poussière dans l'atmosphère que le climat mondial est anormalement refroidi pendant plusieurs mois, voire plusieurs années. La dernière en date est celle du Tambora, en Indonésie, en 1815, à l'origine de l'année sans été de 1816. Mais j'ai trouvé encore mieux. C'est le refroidissement climatique des années 536 à 540, attesté par des prélèvements dans les glaces polaires. Mais on a aussi quelques témoignages directs de ce phénomène, ce qui n'était pas gagné vu son ancienneté. Car évidemment, ça a induit des famines, surtout dans les régions non tropicales, 536 ayant été qualifié de pire année de l'histoire. Alors pour savoir le volcan responsable, c'est plus compliqué vu que les poussières se dispersent de partout. Donc on n'est pas encore sûr, mais peu importe, puisque l'événement est bien attesté, lui. Et pourquoi ce serait pratique, 536 ? Tout simplement parce qu'on n'est pas loin de la transition entre l'Antiquité et le Moyen-Âge, dont la date exacte est forcément arbitraire à tel point que celle-ci pourrait être placée en cette année, ce qui a d'ailleurs été envisagé par certains historiens. Ainsi, l'année zéro serait le début du Moyen-Âge et l'Antiquité serait par construction entièrement dans le négatif. Et donc, si l'on fait ce choix, nous entrons dans l'année 1488 à la sortie de la présente vidéo. L'inconvénient, c'est que toutes les dates historiques devraient être décalées, mais ce ne serait là qu'une gêne temporaire. Et je rappelle qu'existent déjà des calendriers différents selon les religions avec de tels décalages. Je vous mets à titre indicatif l'expression d'une date récente dans différents calendriers connus, dont le calendrier positiviste qui est voisin de ma proposition. En fait, je suis d'abord passé par cette idée, avant de constater, sans grande surprise, qu'elle avait déjà été proposée par Auguste Comte, donc en 1849, lequel a sans doute fait le même constat que moi,
concernant les divisibilités de 364. Sauf que, restant accroché au concept de mois, il en a déduit 13 mois de 4 semaines. Or, 13, clairement, ça ne coïncide pas avec le partage en saison. De plus, il a ajouté les jours supplémentaires pour obtenir donc 365 un quart, en dehors des mois et semaines, ce qui est un peu bizarre, c'est ce que l'on appelle des jours épagomènes. Et aussi, il les a placés ensemble à la fin de l'année pour les années bissextiles, ce qui éloigne plus de la régularité des solstices et équinoxes. Enfin, il ne recale pas le calendrier sur le solstice. En fait, dès la fin du XIXe siècle, il y a eu pas mal de propositions de réformes, souvent suite à des concours, que l'on peut scinder en deux catégories, les calendriers fixes et les calendriers perpétuels. Dans les calendriers fixes, dont le positiviste fait partie, les dates de chaque jour de la semaine sont les mêmes pour chaque mois. Et pour les perpétuels, elles varient, mais pas trop. Par contre, l'intérêt de ces derniers est de compter 12 mois. Ainsi, l'ONU a fini par sélectionner dans les années 1950 un calendrier perpétuel, parce que oui, 12 mois c'est mieux que 13, avec les jours épagomènes répartis sur les solstices, comme je le propose. Chaque saison y est divisée en 3 mois, le premier faisant 31 jours et les suivants 30, le premier commençant un dimanche, le second un mercredi et le dernier un vendredi. De sorte qu'il y est bien plus facile qu'aujourd'hui de trouver le jour de la semaine à partir de la date. Mais ça fait quand même une petite opération mentale, tandis qu'avec mon système, je rappelle, aucun calcul n'est nécessaire. Le jour de la semaine fait partie de la date. Il semble que le principal oubli des gens ait été de penser à supprimer les mois. Ainsi, une des propositions de calendrier fixe, proche de la mienne, ayant remporté un concours en Russie d'ailleurs en 1998, consiste à faire 4 saisons comprenant chacune 3 mois de 28 jours, 4 semaines donc, plus une semaine hors mois, ce qui est un peu tordu quand même. Il y était presque, quoi, vu que 3 fois 4 plus 1 égale 13, pourquoi ne pas dire qu'une saison fait 13 semaines et c'est tout? Reste la question de faire adopter ce calendrier. Cela passe bien sûr par l'explication, ce que je viens de faire. Et d'ailleurs, à ce propos, dites-moi ce que vous en pensez. Pensez-vous que c'est en effet le plus rationnel? Et sinon, merci de faire votre proposition ou d'expliquer vos réticences. Cela dit, je ne pense pas que l'explication suffise, et ce, pour des raisons statistiques en fait. Un coup de pouce institutionnel est nécessaire. J'ai parlé tout à l'heure d'un calendrier perpétuel ayant séduit l'ONU, mais en fin de compte, il n'a pas été retenu suite à des blocages émanant des religieux. Car oui, c'est encore eux qui font la loi sur cette planète. La question des dates des fêtes religieuses est parfois invoquée, mais j'ai déjà expliqué en quoi ce n'est pas un problème. Est évoquée aussi la question du jour de repos qui tombe le vendredi pour les pays musulmans, le samedi pour les juifs et le dimanche pour les chrétiens, de sorte que les jours épagomènes qu'on suppose chômer ne pourront pas jouxter le jour de repos pour tout le monde. Mais est-ce si grave? Mais en plus, attendez, soyons sérieux. C'est quoi l'intérêt d'imposer le nom du jour de repos hebdomadaire, à part juste de se distinguer des autres? L'important n'est-il pas sa fréquence? En l'occurrence, tous les 7 jours. Ça oui, c'est objectif. Et quand je dis 7 jours, ce serait 6 ou 8, je ne pense pas que ça perturberait tant que ça notre bien-être. Des systèmes avec des décades ont d'ailleurs existé. En tout cas, ce n'est pas la variation infime consistant à introduire une semaine de 8 jours pour 41 de 7 en moyenne qui va avoir quelque incidence concrète sur nos vies. Or, les religieux littéralistes extrémistes qui lisent « tu te reposeras le 7e jour » peuvent trouver à redire, parce que leur fonctionnement n'est pas rationnel, scientifique, mais dogmatique. C'est tellement plus simple de suivre des indications verbales considérées comme incontestables que d'appréhender la réalité dans sa complexité. Et là, j'ai l'impression qu'on retombe toujours sur le même combat, celui de l'intelligence, celui
accessoirement de la présente chaîne, où j'ai déjà montré comment on pourrait éliminer facilement pratiquement tous les conflits, les injustices sociales, préserver l'environnement et vivre tellement mieux. Merci donc de votre collaboration éventuelle et bien sûr, je vous souhaite de joyeuses fêtes de fin d'année, ou plutôt, devrais-je dire, de début d'année.